Donc, bienvenue à tous. On démarre à l'heure, c'est chouette. Coucou Valérie. On s'est Salut. dit avec Louis-Pierre que on trouvait intéressant de reprendre les webinars et du coup Louis-Pierre a proposé de nous parler du management à distance. Donc, on voulait savoir comment vous alliez et puis on était content de relancer ça avant les fêtes pour relancer la dynamique et proposer à d'autres membres de faire des présentations en janvier, etc., de façon mensuelle. Et le format est assez court et calé à 18h30 pour nous laisser le temps de vaquer à nos occupations personnelles après. Voilà. Louis-Pierre, je te laisse commencer du coup. Ok, donc bonjour. Eh bien, nous allons commencer. Alors, je vais effectivement faire un mélange. Ce sera assez interactif, d'accord? C'est pas moi qui parle pendant longtemps. On va être assez interactif. Donc, est-ce que vous voyez les slides? Non. Pour le moment, non. Non. Bon, alors, il y a eu un petit... Ah, ok, alors, excusez-moi, je redémarre, je relance. Ça m'étonnait que ça... Activateur, si fort que, évidemment. Bon, évidemment, quand on veut faire des choses, ça ne marche pas, bien sûr. On va recommencer différemment. Ça a marché tout à l'heure, c'est ça qui est un peu Oui, ça a étonnant. marché. Bon, je vais devoir, après je couperai, je ferai des coupures. Ben, ok, bon, je vais devoir Bon, en recoder. attendant, Valérie, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Ça va? Toujours dans la même boîte? T'as pas bougé? Toujours dans la même boîte. Et puis, donc, toujours dépendante du propriétaire Voilà. actuel, malheureusement, parce que Ouais, bah oui. tant qu'on ne continueront pas à revoler notre On voit? activité sera un peu, un peu touchée, parce qu'on travaille pour l'industrie aéronautique et Ouais, ouais, très dépendant de l'aviation civile. ouais. Voilà, donc effectivement, ça fait C'est bon, on sort quand même vous, pas trop mal, mais voilà. Ouais. vous voyez les slides, c'est bon? Oui, oui, on voit, on voit. Oui, c'est Nickel, bon. parfait. Ok, bon, alors, désolé pour ce petit contretemps. Donc, on va parler du management à distance, mais bon, c'est un sujet vaste que beaucoup de personnes ont traité durant les 6 mois de confinement, donc je ne vais pas en rajouter une couche sur le sujet, d'accord? Mais donc, on va parler effectivement du défi, avec un focus sur tout ce qui est sur la distance. Je vais parler d'un cas pratique, puis on va parler de bonnes pratiques pour réussir. Donc d'abord, c'est comment vous sentez-vous? C'est pas comment allez-vous, c'est comment vous sentez-vous. Alors, quand on ne veut pas faire de petites marques sur l'écran, on va prendre le chat, puis vous me dites comment vous sentez. Ce qui est bien plus profond que comment allez-vous. Ah, il y a Philippe qui nous a rejoint là. Super. Ah, Fatigué. je suis pas la seule alors. On est tous fatigués. Oui, il y a beaucoup de fatigués quand même. Oups, d'accord. Ok, évidemment, on est en fin de journée, donc c'est un peu normal d'être fatigué, effectivement. Donc là, vous voyez tout de suite, c'est pas été comment allez-vous, c'est comment vous sentez-vous. C'est bien plus fort quand on est en tant que manager avec une équipe à une distance, pouvoir avoir un meilleur ressenti de comment ils se sentent. Ça peut se faire en one-to-one ou à plusieurs. Je le fais souvent avec mes équipes à distance, même chaque semaine quand on fait des réunions hebdo, et c'est vraiment très efficace comme méthode de faire. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est tous les sujets un peu liés à tout ce qui est management à distance, le lien avec mes équipes, détecter les salariés en difficulté parce qu'ils sont chez eux en télétravail, tout seuls. J'en ai vu certains avec qui j'avais discuté qui étaient à une petite surface avec tout ce que ça implique comme contraintes diverses et variées, avec les gamins qui hurlent, etc. Les outils, c'est aussi une des problématiques classiques, c'est je ne sais pas très bien comment marchent les outils, donc je ne suis pas très bon et donc ça se voit auprès des gens avec qui je suis en contact. Être acteur dans les réunions à distance, c'est pas uniquement être, être suiveur, comme on fait pour qu'une réunion fonctionne bien. Conseiller, si on est RH, conseiller les autres qui sont un petit peu comme ça.
Et puis, certains m'ont dit, j'ai mon premier stagiaire, comment je fais pour le gérer à distance, sachant que je ne le verrai pas. Donc, c'est dommage pour le stagiaire, mais peut-on faire mieux, effectivement. Et puis, le grand classique, c'est le management multisite qui existe depuis des années, mais qui, effectivement, est inclus dans le management à distance. Il y a Maya qui pose des questions sur le chat. N'hésitez pas à les Oui. poser, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, on va faire un petit klaxon. Je pense que vous connaissez tous klaxon. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat par rapport à ça. Hop. Et on va basculer sur klaxon. Voilà. Donc, je vais partager maintenant mon écran klaxon, en fait. Et je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez, normalement, vous devriez y être. J'ai envoyé le chat. Vous pouvez faire un QR code si vous avez juste un ordinateur ou un téléphone. Sinon, eh bien, on le fait directement via le code que je vous ai mis en ligne. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui est déjà en ligne. C'est Karine. Donc j'attends que vous reveniez tous et toutes Comment on fait, Louis-Pierre, pour aller sur Klaxon? J'ai mis le lien dans le chat. D'accord. Où tu as le QR code. Il y a le lien dans le chat que j'ai mis. Je le remets en ligne, là, le lien. OK. Tu cliques sur le lien directement, ou alors tu as déjà un compte Klaxon. Et en bas, dans le menu du bas, tu rentres le code directement dans Klaxon. Et comme ça, tu peux avoir accès via le code d'accès directement à la bonne animation. Donc là, vous devriez tous être ici. Donc comment ça fonctionne, je vous le rappelle, c'est des post-it. Il y a un petit plus en bas, donc je clique sur le plus. Le plus fait apparaître un post-it pour une idée. Vous avez du vert et du jaune. Donc le jaune, c'est pour le manager. Le vert, c'est pour le collaborateur. On choisit sa couleur. On met son idée. Je vais mettre bienveillance. Ça, c'est pour le collaborateur. Et je peux mettre mon nom si j'ai envie. Et après, je vais envoyer le message directement via la flèche et ça arrive ici. Après, vous pouvez prendre votre souris et bouger le message pour qu'il aille dans la bonne zone. Donc, je vous laisse, on va faire ça pendant quelques minutes et je vous laisse effectivement remplir. Oui, et quelle est la question en fait? À quoi pourrait ressembler un management à distance idéal? D'accord. Je suis la réunion, je ne peux pas vous... N'oubliez pas de couper votre micro parce que les petits bruits de fond, je n'ai pas coupé les micros, mais n'oubliez pas de les couper parce que sinon... Alors bougez vos post-it aussi. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les bouger.
Et après, vous pouvez aussi voter pour des idées qui vous plaisent bien. Alors, comme par exemple, vous pouvez prendre une idée. Je vais prendre par exemple confiance ici. Je clique confiance, apparaît un petit menu en haut. Et là, je peux dire que j'aime cette idée. Donc, on peut comme ça voter pour les idées que l'on préfère. On peut tout faire avec son téléphone, c'est chouette. Absolument. Alors, je commence à bouger un petit peu les post-it pour les mettre par zone, en fin de compte, hein, des zones qui ont à peu près des... qui sont des idées qui sont un petit peu, comment dire, dans le même domaine. En fait, on ne peut modifier que ses propres post-it. Hein, absolument, oui, absolument. Si vous avez fait une faute d'orthographe, vous voulez le changer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez effectivement. Alors, on peut bouger les post-it des autres. Hein. Je pourrais vous donner le droit, effectivement. Je vais faire ça comme ça, au moins, il y aura peut-être un peu plus de options. Je vous donne le droit de bouger les idées des autres. D'accord. Hop. Si vous voulez vous-même directement faire quelques. N'oubliez pas de bouger vos post-it à vous là. Il y a du vert avec du jaune. Donc n'oubliez pas de rentrer vos petits cœurs hein, pour dire les idées que vous préférez. Je vois qu'il y en a qui signent leur post-it, c'est ça? On peut le faire, absolument. Ouais. Voilà. Donc, je vous laisse voter, puis on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a quelques idées quand même qui ressortent. Si on voit les votes, hein, ce serait l'autonomie, la confiance. Typiquement, c'est vraiment ça. Améliorer. Alors, après, ça, c'est pour le manager. Vous êtes tous managers, hein, parce que je vois confiance, autonomie, créatif. Collaborateur, par contre, il n'y a pas grand-chose comme si une nouvelle façon de se voir, effectivement. Si vous êtes trompé de couleur, il n'y a pas de problème. Vous cliquez dessus et vous changez la couleur directement. Ben, je pense qu'en miroir collaborateur, il y a aussi autonomie. Hein. Ouais.
Autonomie, confiance, en fait, c'est dans les deux. Hop. Même s'il y a un article récent qui parle du télétravail et des logiciels espions pour fliquer les collaborateurs. Bon, en France, c'est quand même c'est moins courant parce que Ouais. ça demande c'est beaucoup plus réglementé. Il y a des pays où ça l'est beaucoup moins. Ouais. Ok, donc là, vous voyez, brainstorming. Alors, collaborateur, par contre, il y a qualité de vie, nouvelle façon de se voir. Il n'y a pas beaucoup de cœur hein, dans les collaborateurs. Bon, je vais peut-être mettre des autonomie, confiance. Je vais mettre la confiance ici. Je mets des petits cœurs, moi aussi. Tac. Oula, tout petit celui-là. Ouais, moi, j'ai mis dans le management idéal, c'est pas tous les jours parce que j'ai des collègues qui ont des réunions tous les jours avec leur management. Ah ouais, ça va être à l'enfer. 9 heures. À 9 Tous les heures. jours. Tous les jours. C'est ridicule. Mais est-ce que c'était déjà un rituel à l'origine physique à 9h tous les jours Non, ou c'est c'est un peu bah, en mode flicage de télétravail pour voir si les gens ne sont pas en train de faire une grasse mat, tu vois. Ah ouais, carrément, d'accord. C'est un peu infantilisant, tu vois. Et pour raconter rien de spécial, en fait, juste pour savoir la to-do de la journée. Donc, ça sert à rien. Est-ce que ça sert à rien à tous ou est-ce que ça sert à certains? Ben, ça sert certainement aux managers à être rassurés sur le fait que ces équipes ne sont pas parties en vadrouille, mais pour les salariés en dessous, c'est très contraignant. Ah, ça les rend anxieux, quoi, tu vois. Et c'est le feedback que tu as de tous? Non, des salariés qui sont obligés d'être à ces réunions en mode pointage, quoi. Oui, après, on peut ressentir ça en mode pointage parce que on n'en a pas besoin, mais certains en ont besoin. Ouais, moi j'ai les retours de Il y a plusieurs écoles. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai plutôt les retours de ceux que ça gonfle en fait. Ils sont plus éloquents. Ouais, c'est clair. Bon, on arrête là, mais c'est déjà une Allez, bonne salut idée. Céline. Ça va bien? Oui. Je vous capture ça. Vous avez disponible dans les vues, vous pouvez récupérer une capture d'écran qui est effectivement ce que l'on vient de faire. Vous pouvez récupérer pour vous sans problème dans Vue, en bas à droite, dans Changer la vue. Donc, le collaborateur, il n'a pas beaucoup de cœur. Le manager qui se préoccupe de mon vécu émotionnel. Je vois que ça, c'est le winner, celui-là. C'est vrai. Alors, si on voit effectivement où on en était tout à l'heure. On était à Klaxoon. Donc, est-ce qu'on est, effectivement, de fait, on est vraiment tous concernés par... Vous avez aimé le Klaxoon ou pas? Ça vous a plu? Beaucoup. Ouais, comme d'hab. Vous en faites? Qui n'a jamais fait de Klaxoon avant? Moi, j'en ai fait plutôt dans des grandes réunions, ou dans des séminaires physiques, mais pas en distanciel. D'accord, ok. Il y a, quand vous allez sur Klaxoon, justement, ils ont fait, vous allez sur l'accueil, il y a tout un tas de boards disponibles en mode template que l'on peut juste se servir. Donc, on n'a pas à recréer son propre board en fait sur Klaxoon pour pouvoir animer quelque chose. Et il y a beaucoup de choses très bien faites pour justement liées au management à distance. D'accord. Absolument. On l'utilise énormément en fait. Ah, très bien. Donc, évidemment, donc là, effectivement, on est tous concernés par ces sujets parce qu'effectivement, la notion effectivement de rites sociaux disparaît lorsqu'on est à une distance, comme on est déconnecté par rapport à son lieu de travail. En fait, on est vraiment, on a un sentiment d'isolement professionnel. Ça, c'est l'isolement tout court, ce qui est social. Puis après, il y a l'isolement professionnel parce que si on est vraiment loin, très souvent avec d'autres personnes qui sont proches de leur manager, souvent dans les équipes qui sont éclatées,
eh bien, on a peur de ne pas avoir la même carrière que les collègues qui sont sur le site ou le manager. Et donc, ça crée effectivement un isolement. Et donc là, cette conséquence de perte d'isolement, perte de sens, absence de risques sociaux, ça induit une perte d'efficacité du groupe avec une dynamique évidemment qui finit par être négative. Et puis l'autre effet aussi qui a un impact, c'est tout l'aspect effectivement complexité de mon organisation, en particulier le fait qu'elle soit internationale. Bon, Malia connaît ça bien avec Engie, mais toutes ces grosses boîtes ont fini par un système matriciel avec du reporting dans tous les sens, donc plusieurs reporting et plusieurs hiérarchies. Et donc c'est pathologique. Il faut du reporting. Les gens veulent du reporting, ce n'est pas le même, et on passe un temps fou à faire du reporting et avoir des directives contradictoires selon que c'est le chef direct ou le chef fonctionnel qui vous contacte. Le troisième point aussi, c'est l'impact négatif de la technologie, en particulier du mail, parce que le mail, c'est un moyen effectivement de contrôle des collaborateurs. On écrit pour tout et n'importe quoi. Les managers qui vraiment utilisent le mail comme moyen de contrôle avec des réponses immédiates, c'est terrible, parce qu'il n'y a plus de contact informel, ça devient un texte écrit. On demande des choses et donc ça renforce la distance, quoi. Et lorsqu'on est distant, on ne peut pas voir si les gens sont stressés ou débordés parce qu'on attend un mail comme réponse plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous parle. Alors le wawa, c'est le chien, c'est sympathique. Désolé pour ça. Et puis à la fin, c'est les risques psychosociaux avec les stress professionnels, effectivement, là. Et les facteurs, bon, on les connaît tous, hein, le fait qu'on ait la limite vie privée, vie pro est complètement floue. Là, on travaille à 6h30, 7h moins le quart. Peut-être qu'on serait déjà chez soi à cette heure-ci pour s'occuper des enfants, on serait parti une demi-heure avant. Et donc, il y a l'isolement aussi qui fait qu'on a, que ça peut amplifier tous les risques qu'on avait déjà au travail. Et le contrôle formel, hein, on parlait des logiciels, mais le fait d'avoir effectivement des meetings tous les matins, ça peut créer une rupture de confiance parce que justement, le fait que le manager ne vous fait pas confiance fait qu'on se sent maintenant totalement infantilisé. Donc, ça crée des troubles, tout ça, qui sont quand même assez perturbants. Alors moi, je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup pratiqué le management à distance, ça fait depuis plus de 20 ans, je pense 25 ans que j'en fais. Dans des grosses boîtes multinationales, j'en ai fait plusieurs. Et dès le début, mon premier boulot, ça a été de gérer une équipe qui était en partie à Houston, en partie à Londres. J'étais à Paris. Et en fait, dès le début, c'était comment on anime un groupe à distance sans se planter. Et il n'y avait pas de recette miracle, hein. Il y avait déjà effectivement la conférence téléphonique, le partage d'écran. La webcam est venue très peu de temps après. Et effectivement, c'était un sacré défi. Bien-être au travail, parce que j'ai animé aussi un groupe de bien-être au travail et un projet au sein de l'informatique d'une ancienne boîte de Schneider. On était 2000 personnes et donc quand on a travaillé sur le sujet, on s'est rendu compte que l'isolement, le travail à distance, etc., c'était une des problématiques qui était assez importante dans ce genre de contexte. Et puis je me suis rendu compte aussi que si une équipe se sent bien à distance et où les gens ont confiance et sont à l'aise ensemble, alors on travaille beaucoup mieux et l'équipe est plus performante. Et ça, je me suis rendu compte en pratique en étant avec mes équipes quand on travaillait ensemble, quoi. Donc, ceux qui me connaissent pas, effectivement, je suis consultant depuis 2 ans dans les domaines de la transfo digitale, innovation collaborative et pour valoriser les connaissances des collaborateurs au service de l'entreprise. Hein. Et je donne des cours, je suis conférencier, j'ai coécrit des livres sur les communautés de pratique qui sont une de mes spécialités. Comment utiliser les communautés de pratique en entreprise pour pouvoir être mieux collaborer transversalement et casser les silos. Alors maintenant, je fais un focus sur distance, parce que distance, c'est par plusieurs sens. Hein. Vous avez la notion de distance objective, hein, c'est la distance géographique, on est près, on est loin des gens. Distance temporelle, ils sont en Inde ou en Chine ou en Amérique, on n'a pas les mêmes horaires, donc tout de suite, on a un problème de pouvoir, échanger, parce qu'on a le créneau horaire d'échange est beaucoup plus faible. Et puis, il y a l'aspect configuration de l'équipe. Est-ce que les gens sont inclus sur différents sites? Est-ce qu'il y a un manager tout seul et les gens ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a des poches de collaborateurs un petit peu partout?
Et ça peut aller à l'extrême. Une fois, j'ai vu un copain dans une boîte précédente. Il était basé à Vancouver. Son équipe était en Inde, toute. Et son N+1 était aussi en Inde. Donc ça faisait l'Inde par le N+1, lui et l'Inde. Et l'Inde, Vancouver, il devait y avoir un petit créneau horaire le matin où il se parlait 2 heures. C'était l'enfer, quoi. Il a tenu quand même un an et demi, mais bon, c'est fou. Et puis il y a l'aspect distance subjective, ce qui est beaucoup plus effectivement importante, parce que si on communique régulièrement en profondeur, de manière interactive avec les autres, alors on augmente la proximité avec les autres. C'est pour ça que c'est pas forcément bien de faire des réunions, meetings de l'ensemble des gens de l'équipe, mais de faire des one-to-one où on se parle avec une personne régulièrement. C'est très très efficace pour pouvoir interagir. Et puis la similarité effectivement entre les individus, si on se sent proche parce qu'on a les mêmes intérêts, on a des choses similaires entre nous, eh bien on est plus proche que si on n'a aucune similarité. Donc c'est pour ça que ça se travaille, il faut être en mode je comprends les autres, je les écoute, je discute avec eux sur autre chose que le travail pour pouvoir avoir des similarités qui fait qu'on va se rendre compte qu'on a des mêmes hobbies, on a des mêmes intérêts et donc on est beaucoup plus proche par rapport à ça. Puis aussi la distance entre un manager et son salarié, ça change que vous l'avez sûrement vécu, soit dans un pays différent. J'ai eu comme boss un Indien et c'est vrai que la distance était beaucoup plus grande parce que lui, il avait sa position de manager en Inde où on est beaucoup plus dans un mode top-down en fait. Et ou alors quand c'est son N+2, c'est encore plus loin que lorsque c'est son N+1. Ou si la personne se prend pour quelqu'un qui est très important, alors ça augmente la distance qu'il y a entre la personne et son chef. Donc tout ça, c'est distance subjective. Alors un petit quiz. Vous avez des questions par rapport à ça jusqu'à maintenant ou pas? Ou des remarques? Non. J'avais une question sur quelque chose qui a beaucoup de succès, en tout cas depuis le 2e confinement, c'est les apéros et les déjeuners Teams. Ouais. C'est-à-dire, au-delà de manager, ce que les gens ont envie de faire, c'est juste un break dans la journée et on s'en fout du travail. Ce que les gens veulent, c'est se retrouver et juste déconner un petit peu, pas nécessairement travailler sur les sujets, mais plus avoir des temps de pause. Alors, c'est marrant, Malia, parce que moi, je sors justement d'une formation de personnes qui me disaient on en a ras-le-bol des apéros Teams. Ah ben, tu vois, alors nous, c'est l'inverse. On n'en a pas eu du tout au 1er confinement, mais là, au 2e, il y en a plein. Et à partir du moment où c'est pas obligatoire. Avec une envie de se retrouver et pour beaucoup, une envie pressante de retourner au bureau. Enfin, un peu un ras-le-bol de la maison, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a ça peut créer un sentiment un peu d'injustice de la part de entre ceux qui ont le temps, peut-être pas d'enfants à la maison, et ceux qui n'ont pas le temps. Et ça peut créer une espèce il y a un effet peut-être très positif et à mon avis, il y a un effet qui peut être délétère, qui peut te créer un système à 2 vitesses, quoi. Ouais. En fait, je précise un point par rapport à ce que je dis, c'est qu'en fait, les Teams et les apéros sont un système que des collaborateurs mettent en place pour compenser le fait qu'il n'y a aucun management à distance. Juste une chose, moi je suis gênée par le fait qu'il y ait un pauvre utilisateur inconnu là, qui n'arrive pas à nous retrouver. Je trouve que c'est un bon révélateur des problèmes qu'on peut avoir en télétravail. C'est qui l'utilisateur inconnu? Ouais, qui c'est? Il y a quelqu'un qui dit qu'il a un problème de caméra et qui s'appelle utilisateur inconnu. Ah non, c'est Philippe Bressolin. En fait, parce que tu l'as pas dans ta base, mais c'est un collègue de Toulouse et sa caméra marche pas. Ouais, vous m'entendez quand même? Oui, on t'entend, mais Oui. Alexandra dit que tu t'appelles utilisateur inconnu, alors elle pensait que tu étais un hacker. Non, je pensais pas que c'était un hacker, mais je voulais juste donner un peu d'humanité à utilisateur inconnu. Ah, Ouais, mais elle a raison. C'est vrai que c'est une des limites de la techno. Je fais une inversion avec les systèmes Microsoft. Ça marche jamais Microsoft avec moi. ah ouais. C'est pas de chance. bienvenue au club. Non, mais moi je trouve que c'est une vraie question du télétravail, c'est-à-dire qu'il y a souvent dans un groupe une personne pour qui il y a une merde, pardon, excusez-moi, mais Ouais, c'est vrai.
Oui, Et il y ça a ça. reflète la vie en dehors aussi. Hein. Oui, Là, mais c'est technique, mais je sais pas, l'expérience montre que, et puis c'est souvent les mêmes, c'est que qu'ils soient en télétravail ou dans la salle, c'est toujours un problème. Ouais. Merci Valérie. Non, mais c'est vrai que moi, j'avais peur qu'il n'y ait personne ce soir parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas aux activateurs, on est très Zoom. Et donc, des fois, il y a des gens qui bloquent dès qu'on utilise un autre outil. Ouais. Donc, si on utilise Skype ou Teams, t'en as qui bloquent et qui disent « Ah non, moi, j'utilise que tel outil ». Donc, ça peut parfois être freiner les connexions. Et moi, je serais très preneuse d'un échange sur comment on fait pour manager une équipe où justement il y a ces problématiques-là et on ne sait pas trop comment faire autrement que d'exclure le canard boiteux, pardon, utilisateur. Dans ces cas-là, il faut faire ça par des one-to-one. Hein. C'est quelqu'un pour lequel ça ne marche pas très bien. Et ben, on se le prend en particulier, puis on voit avec lui ou avec elle. Hein. Bon. Après, ce qu'on se dit, c'est que ceux qui sont motivés, ils trouvent toujours le moyen de se connecter parce qu'on n'est pas neuneux quand même. Et après, ceux qui veulent pas se motiver, ben tant pis, tu vois. À un moment, tu peux pas non plus biberonner tout le monde. Mais par téléphone, ça marche très bien aussi. Ça vaut la peine de savoir si c'est une réunion de service, par exemple, Ouais. ce qu'a besoin la personne. Parce que derrière un problème technique, il peut y avoir plein de trucs. Surtout si c'est toujours les mêmes. Et oui. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la caméra en route. Moi, je suis convaincu que la caméra, c'est un moyen formidable de pouvoir rapprocher les gens parce qu'on se voit, on voit leurs mains, on les voit parler, on les voit réagir. Les gens qui se planquent derrière la caméra marche pas ou alors je suis pas coiffé, je suis pas habillé, etc., etc. Pour moi, c'est terrible dans une équipe et le manager, il doit imposer la caméra en fait. Je pense et comment tu fais pour imposer la caméra? Parce que moi, ça m'est arrivé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quelqu'un qui me disait, moi, je peux pas, nier soin. Je l'ai prise en one-to-one. On a parlé, puis on a fait des blagues, etc. On a rigolé. Puis à la fin, je lui ai dit, écoute, si tu n'avais pas eu la caméra, tu n'aurais pas vu mon visage, tu n'aurais pas vu que c'était des blagues, tu n'aurais pas eu cette distance proche. Et après ça, elle a accepté que la caméra soit en marche. Mais en même temps, je pense que tu dois obliger, tu es dans une réunion, les gens doivent être là, présents, et la présence, c'est la caméra. C'est vrai. Alors, moi, j'enseigne à la fac et c'est horrible parce que tous mes cours, j'ai les élèves sans caméra et parfois sans micro. C'est horrible ça. Alors, je vis de grands moments de solitude et je dois faire des efforts surhumains pour pas péter un câble parce que c'est insupportable. Et les élèves, ça les dérange pas en fait, hein, que je parle à PB, tu vois, là je parle à PB sans micro. Donc on peut s'imaginer qu'ils sont en train de faire leurs pâtes et dîner allongés sur le canapé. Et pendant ce temps, tu es en train de faire 4 heures de cours sur la disruption dans l'aéronautique, tu vois. C'est terrible. C'est comme ça. C'est pas toujours une question de volonté. Hein. Parfois, il y a des telles mauvaises connexions que les gens coupent leur caméra pour ça. Et ça devient parfois un alibi. On ne sait pas quand est-ce que c'est du lard ou du cochon. C'est vrai. C'est clair, c'est clair. D'où se les choper un par un quand c'est ton équipe pour voir avec eux en direct. Quand c'est les élèves, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Ah oui, là, tu peux pas. Là, ça ne marche pas. Mais quand c'est l'équipe, je pense que c'est effectivement une bonne idée de contacter les gens 1 heure avant ou de fixer un rendez-vous pour dire est-ce que tu veux qu'on traite du problème informatique et faire des one-to-one. Le fonctionnement de Teams. C'est ça. Et faire des one-to-one avec chacun des membres de ton équipe pour être sûr que ça marche bien et qu'il y ait des contacts aussi visuels. Voilà Philippe, qui a maintenant un visage. Voilà. Oui, Philippe. Maintenant, moi, je ne le vois pas, son visage. Si. On n'entend pas. C'est binaire, c'est soit on l'entend, soit on le voit. Alors, j'avais un petit quiz aussi pour vous. Alors, voilà. Le premier quiz. Hop. Voilà. Premier quiz. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Oui. Non. Moi, je ne vois pas. Ah, voilà, oui. J'arrive pas à bouger le carré noir. Il y a une petite croix en haut à droite.
Oh, mais si je fais de la petite proche. Bah, tu peux remplir le sondage, puis après tu feras soumettre, et puis voilà. Ah oui. Ça, par contre, ça marche pas. Ah, pardon. Je ne vois pas aller dans le chat, il faut aller sur l'écran qui est au centre. Oui. Alors moi, vous avez peut-être suivi, mais je suis très heureuse d'avoir changé de service et je suis maintenant dans un syndicat où je me sens très proche des équipes et du coup, c'est un plaisir de travailler à distance avec des gens avec qui on est en phase sur le contenu, les missions et tout. Et ça me change des mois passés où c'était un petit peu le désert. Vous voyez les résultats? Non, j'ai pas compris comment il fallait faire, moi. J'ai pas compris comment il fallait voter. Ah bah, il y aura un deuxième vote alors. Dans le chat. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment on fait? Parce que tu vois, là, moi, je suis larguée. Bah là, tu as une espèce de formulaire qui apparaît à l'écran. Il y a quiz avec 1, 2, puis des petits points. Ouais. 1, 2 et des petits points. Enfin, 1, comment évaluez-vous la distance? 2, pour quelles raisons, etc., etc. Et donc, où est-ce qu'on se prononce? Faut que tu cliques sur la conversation, là où il y a l'espèce de petit à côté de la main. Tu as un bandeau en bas, tu cliques sur conversation. Ah, c'est dans la conversation. Ouais, parce que moi je l'ai dans l'écran principal. C'est bizarre. Non, on l'a dans la conversation. Il n'est pas dans l'écran principal. Je le vois. Non. Moi, je l'ai dans l'écran principal et dans la conversation. Ah, parce que oui, il y a les web et il y a les. D'accord. Pardon. Excusez-moi. Comme j'ai pas le web, je vois pas ce que vous voyez. Maintenant, je comprends mieux. Mea culpa. Il faut effectivement aller dans conversation. Ça n'a pas marché. Moi, nous n'avons pas pu accéder à submit vote. Nous n'avons pas pu accéder. Pour quelle raison? Pour ta gouverne, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, Louis-Pierre, c'est que en fait, le questionnaire était au milieu noir, au milieu de l'écran, et donc je voyais pas ça masquait les questions qui étaient derrière. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Bah, d'accord, maintenant je comprends parce que j'avoue que c'est assez nouveau les sondages sur Teams. J'avais fait des tests, mais j'étais pas allé jusque là, quoi. Donc maintenant je vois le problème. Ouais. Moi, j'ai un message d'erreur, il est marqué désolé, nous n'avons pas pu accéder. Donc pourtant j'ai un compte professionnel, normalement ça marche bien, mais. Ah oui, c'est supposé marcher. Mais bon, j'ai un message rouge avec un truc désolé, nous n'avons pas pu accéder. Alors, ok, bon, alors on va voir. Est-ce que je peux? Oui, je dois aussi voter. Alors on va aller voter. Hop, tac. Et là, je trouve qu'on touche du doigt la difficulté de perdre relationnellement quelqu'un parce qu'il a une difficulté technique. Technique, absolument. Voire même, il peut avoir l'impression d'être taclé parce qu'on lui dit tu comprends rien. Bon, on ne le dit pas, mais dans le non-verbal, on le dit. Et donc, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai. Oui. Donc, je confirme. Hein. C'est vrai, et c'est vrai que c'est pas facile pour celui qui gère le truc, parce que s'il attend que tout le monde soit raccroché dans les wagons, il perd 10 minutes. Hein. Donc comment faire en sorte que ça soit fluide pour tout le monde, sans énerver ceux pour qui ça marche, et qui se disent bon, qu'est-ce qui se passe, et puis les autres qui sont pas du tout, qui sont à la ramasse et qui essayent de s'en sortir. C'est un problème simple, hein, avec tout ce qui est outils à distance. Le PC peut ramer, le Macintosh peut avoir un problème, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça peut être terrible. Hein. Mais pour moi, c'est. Ce que je fais généralement quand. Moi, c'est la première fois que j'utilise Teams là avec vous. En fait, je ne l'utilise jamais avant. Mais généralement, ce que je fais quand je fais des réunions à distance où il y a des quiz, des choses comme ça, je propose toujours une planche explicative avec une espèce d'imprime écran là où il faut cliquer pour pouvoir faire le quiz ou pouvoir faire. Moi, j'utilise beaucoup Klaxoon, mais du coup, à force, les gens ont l'habitude d'utiliser. Mais voilà, j'ai pris l'habitude avec les personnes que j'accompagne qui n'ont pas forcément utilisé, par exemple, Klaxoon ou la Teams, de préparer une planche en disant bon, voilà, là, on va faire telle activité. Avant qu'on aille, je vous montre. Là où il faut cliquer et comment ça se passe. Effectivement, c'est une bonne remarque que je ferai la prochaine fois pour le sondage, parce qu'effectivement, il n'apparaît pas en plein écran. C'est pas comme Zoom où c'est beaucoup mieux. Là, il faut aller le chercher, le sondage, effectivement. Je suis d'accord avec toi.
Moi, il apparaît en plein écran, mais peut-être pas pour tout le monde, parce que je suis sur un ordinateur aussi. Ouais, c'est peut-être ça l'histoire. Et moi, ce que je vois, par exemple, chez NJ, c'est qu'on fait jamais de réunions à distance compliquées. Les réunions qu'on fait, c'est que du Teams avec les chefs qui parlent et les gens qui posent des questions dans la conversation et des réponses. Et donc, c'est super simploche. Ouais, mais ça manque d'interactivité. Ouais, mais c'est du coup un format plutôt descendant d'informations, tu vois. Voilà, bah oui, mais c'est ça. Mais si tu veux faire de l'interactivité, ça demande plus de travail. C'est sûr. Et donc, c'est du Teams, du quiz, du brainstorming, du tableau blanc, etc. Ouais. Quoi. Ouais. Okidoc. Alors, il ne reste que 3 minutes. Alors, j'ai effectivement un cas dont je voulais parler, mais je pense que vous connaissez tous le sujet. Vous l'avez sûrement tous vécu sur des gens sur plusieurs sites, ils travaillent depuis chez eux, trop de réunions, trop de courriels. Il n'y a plus tout d'informel parce que les gens effectivement sont plus en présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, les tableaux de bord communs, on parlait tout à l'heure de le chef qui veut être au courant tous les matins dans sa réunion du matin pour voir où en sont les gens. Il y a le système alors sur Microsoft, mais c'est pareil sur d'autres, il y a une notion de liste de tâches, donc on voit où sont les gens par rapport aux tâches parce qu'on a un tableau de bord commun qui dit le statut des tâches, donc on peut le remplir avant la réunion hebdomadaire, comme ça on sait où on en est, ce qui évite au chef de se dire merde, qu'est-ce qu'ils foutent, parce que déjà on voit ce qui se passe. On peut aller à corriger des règles du jeu de telle manière qu'on sache comment est-ce qu'on va se comporter avec les mails, écrire le soir, le week-end, le temps de réponse que l'on veut, est-ce qu'un mail est urgent ou pas. Ça, autant le rendre clair pour tout le monde plutôt que ce soit implicite. Le chef pense que, mais les autres pensent que. La communication non violente, j'ai vu une boîte à Raymond où tout le monde a été formé à ça et j'ai assisté à plusieurs réunions. J'étais bluffé par la qualité de l'échange, les gens qui ne se coupent pas la parole, qui s'écoutent, qui veulent trouver un consensus, qui parlent l'un après l'autre, qui lèvent la main pour parler. C'était bluffant de voir quand on est formé à ça, la qualité des échanges en communication non violente, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, si vous avez déjà vu ça dans votre entreprise, ce genre d'échange, c'est bluffant. Oui, mais en dehors des équipes. Dans des groupes confidentiels, ouais. Moi, je pratique, dans ma formation, j'intègre de la communication non violente. La grosse difficulté, c'est que je trouve beaucoup de résistance de la part des managers à confier ce qu'ils ressentent. Ouais. Une grosse peur de percevoir ça comme de la faiblesse. Et vraiment, je rame. Alors, je leur dis, au moins, faites le processus pour vous, au moins. Nous, on a fait plein de formations de ce type, CNV, sociocratie, codev, mais c'est rarement appliqué. En fait, les formations sont géniales, mais après, dans la pratique, il y a tellement une distance entre le management paramilitaire et ces outils qui font un peu hippie qu'en fait, ils ne sont pas appliqués. Ou appliqués de façon très gauche par des gens qui te disent cache un truc qu'ils ont ressenti, mais alors tu reçois ça, tu comprends rien, quoi. Tu vois, tu passes de quelqu'un qui est muet comme une carpe à quelque chose de super écorché vif. Et il y en a qui le pratiquent très mal et ça peut être dangereux quand c'est mal fait. Je me demande, Louis-Pierre, quand tu en parles, est-ce que ça venait du top management qui s'était lui-même formé et qui avait une cohérence, il y avait une sorte de cohérence entre la communication et l'organisation? Oui, parce que moi, je l'ai vu dans plusieurs réunions de cette boîte. Il y avait des top managers dans certaines réunions, d'autres pas. Même avec les top managers, les gens, effectivement, avaient tous le même comportement. Mais je me demande si c'est pas ça la piste, c'est que ça part du top. Ah bah oui. Et aussi que l'organisation soit non violente. Parce que quand la communication est non violente et que l'organisation est violente, là, on a des gros problèmes. Oui, effectivement. Ouais. Le sondage, en fait, c'était juste pour nous montrer à quoi ça ressemble ou il y avait une synthèse? Non, il n'y a pas de synthèse, c'était juste pour avoir un peu notre point de vue. D'accord. Ça aurait pu, mais comme on n'est pas nombreux, on ne pouvait pas en tirer grand-chose comme généralité, quoi. Et en fait, qu'est-ce que tu penses du fait que dans les pays anglo-saxons, les sièges ont été quasiment fermés? Et en fait, j'ai plein de cousins et d'amis qui sont là au Canada, par exemple.
Et avant la pandémie déjà, ils avaient supprimé leurs sièges sociaux et ils travaillent qu'à distance. Et quand ils ont des réunions d'équipe, ils louent un espace de coworking. Tu penses qu'on verra ça apparaître en France aussi? C'est vrai que c'est très culturel parce que beaucoup de boîtes américaines avec qui je travaillais étaient vraiment dans un mode, les gens étaient déjà en télétravail depuis des années pour couper les mètres carrés. Moi, je me souviens des boîtes où les gens venaient tous les mois et le reste du temps, ils restaient chez eux, dans des fonctions support par exemple, et ça dérangeait personne, quoi. C'était un mode de vie qui était normal pour eux. Donc, comme les boîtes sont souvent sur différents sites, les gens bougent dans tous les coins. Est-ce que ça va venir en France? C'est moins sûr. C'est moins acceptable pour les. C'est moins acceptable. Il y a les 100 barbares qui viennent d'annoncer ça, mais bon, c'est une association, donc c'est pas une entreprise. Ah oui. Alors après, tu peux très bien avoir créé une boîte dans un mode uniquement comme ça. Je connais des petites boîtes où par défaut, les gens sont dans différents sites et ils ne se rencontrent jamais, sauf dans des réunions présentielles voulues, quoi. Mais sinon, ils ont choisi le fait de bosser depuis chez eux. Mais il faut aussi penser que Yahoo, par exemple, il y a quelques années, l'ancienne patronne, Mélissa, avait fait revenir les gens chez Yahoo parce qu'elle s'est rendue compte qu'en bossant depuis chez eux, ok, individuellement, les gens étaient plus efficaces, mais collectivement, c'était le bazar parce qu'en fait, les gens n'arrivaient plus à avoir de sérendipité et d'échanges entre eux. Chacun était dans son tunnel de travail sans vraiment échanger avec les autres. Donc, travail à distance, oui, mais quoi. Voilà, donc il y avait effectivement, peut-être pas trop aller sur le sujet, mais les fameuses bonnes pratiques, je pense que c'est important de passer du temps avec les gens qui sont à distance en individuel. J'avoue que je le fais et je trouve que c'est super important parce que c'est le bon moyen pour connaître les gens très très bien et forcer les gens à être en one-to-one, soit parce qu'ils se rencontrent, soit ils font des mini-projets entre eux pour qu'ils puissent se parler entre eux et travailler entre eux pour être régulièrement en contact. Écoutez, extrêmement fort. Objectif est très clair. Là, si tu n'es pas clair sur l'objectif que tu attends des gens et du groupe, clairement, tu vas faire du micro-management et ça va finir par du flicage. Et toi, dans ton cas, tu fais comment dans ton équipe? Dans mon équipe, maintenant j'en ai plus, mais quand j'en avais une, effectivement, il y avait effectivement, c'était objectif. Chaque semaine, on regardait un peu où on était, où on allait, mais c'était vraiment objectif individuel. Et donc, dans l'association COP. En copain, quand on a des projets, pareil, objectif, on sait à peu près ce qu'on doit faire sur des mini-projets. Et on bosse ensemble. Là, je travaille d'une autre assoce sur un livre. On est une quinzaine à écrire le livre. On s'est défini quel chapitre on allait écrire, sur quel thème. Les gens sont inscrits sur les thèmes et après, les gens qui sont inscrits se font leur mini-projet à eux pour pondre les 2-3 pages du chapitre, en fait. Ouais, vous faites du micro-tasking, quoi. Voilà, c'est ça. Mais entre nous, et après, on s'arrange entre nous pour produire. En fait, c'est ça. Pareil, objectif individuel, puis après, il y a un groupe central dont je suis parti qui coordonne le machin pour être sûr qu'on sorte globalement le livre à temps. Cool. Et Valérie, chez vous, vous travaillez comment? On est essentiellement à distance, en télétravail. Après, en fait, ça dépend. Je dis je suis en télétravail quand je fais du back-office et que je ne suis pas forcément chez le client pour un accompagnement. Mais même pour les missions que l'on fait, j'accompagne des personnes sur des sites de la société complètement éparpillés en France à l'international. Et on utilise beaucoup de choses à distance, déjà même à l'époque, sans la pandémie, pour des raisons budgétaires et forcément pas forcément se déplacer tout le temps. Après, si c'est juste par rapport au boulot, en fait, on a toujours été habitué à faire du télétravail, donc ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est vrai. Les Didier qui arrive. Tu arrives à la fin, Didier. On vient juste on a pratiquement fini là. Désolé, j'étais sur une autre réunion très très importante qui a duré. Donc le télétravail. Donc effectivement, c'est un beau sujet, management à distance, et on n'a pas fini d'en parler encore pendant au moins 6 mois, non.
et ça demande des managers différents que les managers classiques. Malia, on t'entend pas. Je disais, chez Engie, ils ont formé les managers au management à distance. Ça marche bien? Un manuel pour leur expliquer comment ça fonctionnait et les nuances entre le management présentiel et à distance. Mais Malia, moi, je forme effectivement beaucoup de managers au travail à distance. Et en réalité, j'ai l'impression que leur problématique n'est pas la problématique du management à distance. En fait, à chaque fois, je retombe sur une problématique managériale, comme si le travail à distance, c'était juste un amplificateur. Ah oui. Je partage. Tout ce qui est savoir-être, s'ils ne l'avaient pas avant, et ben, tout ça, ça fait tout exploser. Et en fait, ils ont beaucoup de réticence parce qu'en fait, ils attendent des outils techniques, etc. Et donc, ils voient que dans la formation, je ne leur apporte pas grand-chose par rapport à ça. Ils savent mieux que moi. Donc, au départ, ils y freinent de quatre pieds. Et puis, à la fin de la formation, tout d'un coup, ils comprennent un peu l'enjeu. Et puis, c'est fini, quoi. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça a fait un bond digital pour des managers qui n'étaient pas très au fait des outils Teams ou Yammer ou autres, et Klaxoon. Et là, la pandémie a du bon sur le fait qu'ils ont appris très très vite par la force des choses, tu vois. C'est mieux qu'une académie digitale. Ouais, ils apprennent très très vite, mais du coup, il y a un côté un petit peu, je me réfugie vers la question de l'outil et je recherche des outils, encore des outils. Je ne pose pas ma question de posture. Et je pense que vraiment la question de la posture est la plus, en tout cas pour moi, dans ce que je vois, la plus prégnante. C'est vrai. Pas faux. Pour information, à Pôle emploi, où j'œuvre, n'est-ce pas, depuis 17 ans, on a une grosse contradiction à gérer, à savoir qu'on accompagne des demandeurs d'emploi d'une part et des entreprises d'autre part, avec la difficulté que l'on sait, c'est-à-dire qu'une grosse partie, on estime à peu près 15-17% de la population connaît la fracture numérique, donc n'est pas à l'aise avec les outils numériques. Et depuis le premier confinement, on nous a demandé à tous, managers, mais aussi les conseillers sur le terrain, d'être à 100%, puis 80% en distanciel. Alors qu'on sait que 15 à 17% des Français, et a fortiori peut-être 20-25% des demandeurs d'emploi, ont besoin d'être accompagnés, aidés, et d'une manière physique, on va dire. Didier, tu connais Whittaker ? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gros changements à la fois d'offres de services qui se mettent en place, parce que depuis 3 ans et demi, on est dans le virage numérique, mais aussi on a des gros changements d'organisation qui se mettent en place avec des stop and go et des changements tous les 15 jours, un mois. C'est très, très, très pervers. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu connais Whittaker ? Non, c'est quoi ? Whittaker, c'est une association qui travaille beaucoup auprès des personnes en fracture numérique. Ouais. Et je crois qu'ils sont en lien avec Emmaüs et qui font un énorme boulot, notamment en lien avec moi, je travaille par exemple avec les CAF du Nord. Et là, ils font un énorme travail auprès des publics en fracture numérique. Ok. Il y a Emmaüs Connect qui travaille beaucoup aussi, à la fois sur le matériel et sur l'apprentissage des outils. Mais c'est vrai qu'on est un peu en mode dégradé, quoi, en termes de. Je comprends très bien pour Pôle emploi, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas trop de personnes, qu'on ne veut pas trop contaminer, il y a une espèce de double injonction, quoi. On veut pas augmenter le nombre de gens contaminés. L'employeur ne veut pas être responsable des contaminations de ses employés, donc au Pôle emploi, et inversement, il y a les gens qui ne peuvent pas venir en présentiel. Ou alors prendre rendez-vous. Voilà, mais qui dit prendre rendez-vous dit peut-être le faire. Encore qu'on peut téléphoner quand même, Pôle emploi. Il y a la plateforme téléphonique qui fonctionne. Oui, il y a tout le multi-canal a été renforcé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de conseillers Pôle emploi au téléphone. Oui. Il y a de plus en plus théoriquement de possibilités de contacter, on va dire par mail, son conseiller qu'on appelle conseiller référent, sauf que évidemment, ça a augmenté très fortement les flux à la fois d'appels téléphoniques,
les flux de mails. Et la grande question, qui traite ça et dans quel temps? Puisque nous avons un temps contraint, nous devons, et on est contrôlé là-dessus, nous devons, enfin en tout cas les conseillers doivent faire 37h30 par semaine. Et dès qu'on dépasse, on se fait taper sur les doigts. Dès qu'on ne dépasse pas, mais qu'on n'a pas fait le travail, que ce soit le traitement des appels téléphoniques, le traitement des mails, le traitement des dossiers liés à la formation, à la construction du projet professionnel, à la recherche d'emploi, etc., on se fait taper dessus. Donc il y a une vraie contradiction qu'on connaissait déjà, mais qui s'accroît, puisqu'en fait on vous dit votre temps de travail c'est 37h30, si vous faites plus c'est que vous n'êtes pas efficient, mais on sait très bien que les flux d'informations augmentent très fortement. Sur le confinement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article récent dans Le Monde sur le fait que la 3e vague sera psychiatrique. Et en fait, pour beaucoup d'entre nous, on arrive à gérer le travail, la vie pro, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent mal ce management distanciel et qui sont complètement perdues et mal psychologiquement en fait. Hein. Et du coup, c'est assez inquiétant sur le fait que dans beaucoup d'entreprises, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est les masques, c'est les vaccins, c'est autre chose. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de souffrance dans les entreprises et qu'à mon avis, il y a des actions à mettre en place, en tout cas au niveau de l'association. C'est pour ça que je trouve bien qu'on relance les webinars et qu'on relance les Zoom Hackline avec Didier tous les jeudis à 18h30. Mais je pense que on est un échantillon de la société française et si déjà au sein de notre association on sent ça, qu'est-ce que ça doit être au sein de personnes indépendantes ou dans la restauration ou dans des PME qui sont fermées et en pré-faillite, quoi. Donc il y a aussi beaucoup d'étudiants qui aussi. m'inquiète beaucoup. L'étudiant aussi, hein, il y a pas mal d'études sur les oui. étudiants qui sont en pleine panade, quoi. Absolument. Je pense qu'il y a vraiment 2 sujets différents en fait. Il y a le télétravail et puis le télétravail Covid. C'est quand même 2 sujets tout à fait pareils. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté baisse de morale qui commence à être très, très présent et sur lequel il faut, en tout cas, que chacun d'entre nous, on soit vigilant à notre niveau pour voir comment on peut agir auprès des jeunes. Moi, par exemple, chez moi, j'éteins la télé, il n'y a plus d'informations parce que c'est tellement anxiogène de voir les infos que j'ai supprimé la télévision. Comme ça, on parle du repas du soir. Malia, c'est pas vrai. Tu es une fan de Netflix. On sait très bien que tu es plongée dans Netflix de 23h à 4h du mat. Je parle de mes ados, en fait. Pour mes ados, je coupe la télé. Enfin, il n'y a pas de télé à la maison. Oh, mais eux, ils regardent ça sur leur téléphone, donc de toute façon, ça ne sert à rien. Moi, je suis sur Telegram, bien sûr, à suivre tout ce qui se passe, bien sûr. Non, mais c'est plutôt l'ambiance qu'il faut surveiller. Effectivement. Bon, il nous reste 1 minute. On ne va pas durer trop longtemps parce qu'il est presque 7h30. Est-ce que je peux faire juste une conclusion perso? 30 secondes, juste pour dire qu'il faut qu'on passe d'une société de l'insertion professionnelle à une société d'inclusion. Et ça rejoint tout ce qui vient d'être dit. Et voilà, je pense qu'on a chacun notre part. Donc, à titre perso, je vous incite à, si vous pouvez, inclusion. Merci, c'est un beau mot. Merci pour cette conclusion. Écoutez, donc on va relancer avec Malia d'autres webinaires. Donc, on va trouver d'autres speakers. Si vous êtes volontaire sur un sujet, contactez-nous. Et le prochain, a priori, ça sera avec Gaël Zaid, qui est coach sur les personnes neuroatypiques et consultant en transformation. Et donc, ça sera fin janvier. Top, j'ai hâte. Okay. Merci. Une petite citation de Marshall Rosenberg, de la communication non violente, connect before correct. Pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Bien, c'est beau. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jeunes gens, bonne fête. Merci Louis-Pierre et à tous. Bonne fête. Merci, au revoir. Bye bye. Bonne fête, joyeux Noël et bonne année. Ça marche. Ciao, et ciao. buvez pas trop, juste un peu. Un petit punch.